Comment savoir si ce que je ressens est une véritable intuition ou bien si c'est juste mon instinct de survie qui réagit? Se poser la question de savoir si c'est son intuition ou son instinct de survie, c'est une question fondamentale. Parce que dans cette exploration de l'intuition, dans cette volonté de développer notre intuition ou de suivre notre intuition ou de la considérer comme le Saint Graal, qui nous guide à travers notre destinée, notre chemin de vie, qui nous aide à traverser notre vie, eh bien, on peut retrouver beaucoup de confusion parce qu'il y a un manque d'exploration intérieure, un manque de discernement pour comprendre la signification des signaux de notre corps. Au début, quand on ne se connaît pas assez, quand on n'a pas pris le temps de s'explorer, eh bien, on peut considérer une situation où on ressent une certaine constriction intérieure comme étant pas bonne pour nous. Quand on parle avec une personne, on peut la sentir ou ne pas la sentir. On peut, voilà, on dit j'ai le feeling ou j'ai pas le feeling. Mais est-ce qu'on a déjà creusé derrière cette interprétation de ça vibre pour moi ou j'ai le feeling, je me sens pas bien dans cette pièce ou ce projet ne vibre pas assez pour moi, je le ressens pas. Voilà. Est-ce qu'on a assez creusé derrière ou est-ce qu'on s'en tient toujours à je ressens ou je ressens pas? Ça vibre pas. C'est juste, c'est pas juste. Mon intuition me dit j'y vais, mon intuition me dit j'y vais pas. Est-ce qu'on creuse derrière tout ça? Est-ce qu'on creuse derrière ces premiers signaux qui apparaissent comme ça d'un coup, mais qui sont peut-être des signes manifestés de notre insécurité, que l'on a interprété comme intuition, juste par manque de connaissance de notre fonctionnement, acquis sur base de nos programmes inconscients. Donc dans cette vidéo, on ne va pas glorifier l'intuition. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pléthore de formations, de stages, d'outils pour développer son intuition, et c'est très bien. Mais par contre, il n'y en a pas assez pour explorer nos programmes inconscients et comment ils se manifestent dans notre corps et comment ils induisent notre manière de penser, notre manière de répondre aux situations. Et donc c'est tout cela que j'ai envie d'éclaircir avec vous aujourd'hui à travers cette vidéo. Il n'y a pas non plus à préférer l'intuition à l'instinct de survie parce que les deux nous sont utiles sur notre chemin et pour faire des choix conscients au quotidien. Mais par contre, comprendre leur propre langage à l'un et à l'autre nous permettra de mieux nous guider dans notre vie au quotidien. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on va explorer. Explorons d'abord l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est un mécanisme biologique. Il est ancré dans le corps. Donc c'est corporel. Il est ancestral et il est programmé pour notre survie. Donc pour protéger notre vie. Il va se manifester de plusieurs façons. Soit il peut nous mobiliser vers la fuite ou le combat, soit il peut nous immobiliser en nous mettant en figement, en nous plongeant dans la sidération, ou bien il va nous amener dans un espace de sécurité et d'ouverture. Si vous êtes intéressé par tout ce qui a trait au système nerveux, eh bien on va retrouver les états de sympathique, dorsal et ventral. Notre instinct de survie, il est automatique. On n'a pas besoin de réfléchir. Par exemple, on respire, on digère, notre cœur bat. Il y a toutes sortes de processus physiologiques dans notre corps que l'on ne contrôle pas. C'est fait à notre insu, conscient. Et heureusement, parce qu'on n'aurait pas la capacité de tout gérer en même temps. Donc, il y a des processus inconscients qui sont inscrits dans le corps et qui nous permettent de réagir instinctivement, donc sans avoir un contrôle conscient dessus. Par exemple, on est avec son enfant, on doit traverser la rue et là, notre enfant lâche notre main et commence à s'avancer pour traverser. Eh bien, on a un réflexe qui est de le rattraper. Ça, c'est notre instinct de survie qui se manifeste. Donc, ce sont plein de petits gestes automatiques qui nous permettent de nous protéger, de nous maintenir en vie. J'ai un autre exemple aussi qui m'est arrivé en janvier 2021 parce que ça m'a profondément marqué, ça m'a traumatisée. Je baladais le chien de mon père dans le village et là où on était, il y avait pas mal de chiens qui étaient laissés en liberté, donc ils se promenaient dans les villages. Sauf que
il n'était pas très sociable. La majorité des chiens n'étaient pas très sociables. Et il y avait une guerre de territoire. Le chien de mon père, c'était un mâle. Et donc, on le promenait en laisse, évidemment. On se balade dans le village. Et puis là, on tombe sur un chien en liberté. Un peu plus grand que le chien qu'on avait. Et à ce moment-là, ce chien-là, il fonce sur le nôtre. Et il commence à l'attaquer, il commence à se mordre. Et moi, j'étais paniquée. J'étais avec mon petit garçon qui avait 2 ans, il était dans la poussette. J'avais mon grand qui avait 9 ans, je pense, à ce moment-là. Et je savais pas quoi faire parce que j'avais peur aussi, comme mon petit garçon était à hauteur de ce chien-là, j'avais peur qu'il s'attaque aussi à mon petit. Et donc, j'étais paniquée. Je cherchais partout autour de moi une pierre pour pouvoir la lancer. Et en plus, je m'étais dit, mais avec toute ma chance, je vais le louper. Et il va s'attaquer, il va se retourner contre nous. Et puis là, je hurle de toutes mes forces, je tape des pieds, je tape des pieds. Et puis, à force de hurler, eh bien, les propriétaires sont venus. Et même la femme, la maîtresse du chien, avait du mal à le récupérer parce qu'elle avait peur de se faire mordre. Et puis, notre chien, lui, il a réussi à se libérer et puis il est reparti tout seul et, à la maison. Mais j'étais paniquée. Je n'avais plus les idées en tête et puis j'ai commencé à courir avec la poussette. Mon grand en plus, il prenait toujours un peu d'avance sur nous et il aurait pu tomber sur ce chien-là. Moi, je savais pas ce qu'il aurait pu lui faire. Et puis j'ai demandé à mon grand, une fois que le chien de mon père est parti, j'ai demandé à mon grand d'aller voir après, d'essayer de le rattraper, de peur qu'il ne s'éloigne. Le chien de mon père, c'était toute sa vie. Il préfère les animaux que les humains. Et donc, voilà, j'avais pas envie que ça lui cause de la tristesse. Mais à ce moment-là, quand la femme a récupéré son chien, là, alors j'ai couru avec mon petit et on a même trébuché parce que je courais avec la poussette et je n'ai pas vu le trottoir, la petite marche. Et donc, on a trébuché ensemble. J'étais complètement traumatisée. Je n'ai plus pu aller promener le chien après. J'avais trop peur. J'avais trop peur. Pourtant, j'ai jamais eu peur des chiens auparavant. Il m'a fallu plusieurs années pour pouvoir apaiser cette crainte-là, parce qu'à chaque fois que j'entendais un chien aboyer, en l'occurrence un grand chien, eh bien j'avais cette réaction instinctive d'hypervigilance, de peur, et j'étais clouée au sol. J'étais clouée au sol et je n'arrivais plus à bouger. Eh bien ça, donc, ce sont des réactions de survie aussi. Donc, chercher à prendre un objet pour le lancer sur le chien pour pouvoir le libérer, vouloir protéger son enfant, donc prendre la fuite, hurler, taper, enfin voilà. On a plusieurs réactions possibles dans une situation donnée. Et donc ça, ce sont des situations qui nous permettent de nous maintenir en vie, ou maintenir en vie un autre être humain qui est en danger. Et donc, on a plusieurs réactions possibles. Maintenant, on a aussi des mécanismes de survie, donc un instinct de survie lié à nos programmes d'enfance. Donc, mais pas seulement d'enfance, mais une bonne partie de nos programmes de survie proviennent de notre enfance. Mais on peut aussi en développer à tout âge, évidemment. Ça dépend des situations, des expériences auxquels on fait face. Un conditionnement familial qui peut nous impacter aujourd'hui, par exemple dans une certaine visibilité, dans la volonté de montrer des facettes de nous, dans la volonté de nous accepter comme on est, eh bien c'est de faire attention au regard des autres, par exemple. Si on a vécu des abus, si on a vécu de l'humiliation, si on a vécu du rejet, suite à toutes ces expériences-là, dans lesquelles on a vécu peut-être humiliation, rejet, abus, etc. On a par la suite développé des mécanismes de protection afin de ne plus revivre ces douleurs, cette souffrance-là. On va retrouver aussi toutes sortes d'héritages culturels et collectifs. On peut retrouver ça dans notre rapport à l'argent, par exemple. L'argent c'est sale, les riches sont méchants, il faut travailler dur pour vivre, il faut mériter son salaire, il faut se taire pour ne pas être exclu du groupe, pour ne pas être rejeté de la communauté. Donc on va taire ses valeurs, on va taire ses principes, on va taire ses idées, on va se taire, on va s'adapter pour ne pas être rejeté, pour ne pas être exclu. Et l'exclusion, au niveau de notre instinct de survie, eh bien, c'est la mort. Se retrouver isolé en dehors du groupe, eh bien, c'est la mort. Mais ça, c'est une vieille peur archaïque qui est toujours présente en nous. Quelques signes corporels qu'on peut retrouver au niveau de l'instinct de survie, c'est une accélération du rythme cardiaque, une crispation, un ventre noué, des sueurs. Enfin voilà, ce sont quelques signes,
Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, mais ce sont quelques signes qu'on peut retrouver quand notre instinct de survie se manifeste. Au niveau de notre mental, comment ça se manifeste? Eh bien, on va développer une hypervigilance. Nos pensées vont être plus rapides et on va avoir une tendance à créer toutes sortes de scénarios catastrophiques. C'est important de se rappeler que l'instinct de survie, il n'est pas mauvais, on en a besoin. Mais il peut aussi nous limiter dans certaines situations si on le confond avec une vérité absolue. Alors parlons de l'intuition maintenant. L'intuition, c'est une fulgurance, c'est une évidence, c'est une forme de connaissance directe. Elle provient d'un plan plus vaste. Comment on peut distinguer l'intuition de l'instinct? L'instinct, il parle par tension, contraction, urgence, tandis que l'intuition, elle parle par évidence, fluidité, paix. Les signes corporels de l'intuition qu'on va retrouver, c'est une respiration plus ample, une détente malgré l'inconnu, même si la peur prend le dessus par après, mais il y a comme une sorte de détente intérieure. On se sent... Il y a comme un élargissement, un apaisement au niveau de la poitrine. On sent comme une ouverture à ce niveau-là. Et au niveau du mental, comment ça se présente? On a des idées qui sont simples et lumineuses. On a plus de clarté. Et puis surtout, c'est une évidence intérieure qu'on n'a pas besoin de justifier. L'intuition, elle peut être déstabilisante parce qu'elle nous pousse vers l'inconnu, vers des zones qui sont en dehors de nos expériences passées, mais dans un climat de confiance et non de peur. C'est ça la différence. Même si la peur peut être dans cette zone-là. Mais l'intuition jaillit dans un espace de confiance et non de peur. Par exemple, si vous avez l'intuition de quitter un travail, malgré qu'il soit le Graal recherché par la société, c'est un travail qui vous apporte énormément de sécurité matérielle, mais par contre, vous sentez que vous devez le quitter pour vivre une vie plus alignée à qui vous êtes et à vos aspirations. Il peut y avoir une peur du manque de quitter ce travail, cette sécurité-là. Et c'est normal, ça c'est l'instinct de survie qui parle. Et on a besoin de lui aussi pour penser justement à organiser et planifier la suite. Mais par contre, vous ressentez cette évidence profonde que c'est juste de prendre cette décision-là pour vous. Et ça, cette évidence-là, que vous ne savez pas expliquer parce que c'est pas du tout rationnel, eh ben ça, c'est l'intuition. Quand on confond instinct et intuition, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est suite à un manque de connaissance de soi. Parce qu'on a associé toutes nos réactions physiologiques, comment les signes se manifestent dans notre corps, à de l'intuition, à une guidance intérieure qui nous pousse vers la bonne direction et nous protège de la mauvaise direction. Le problème, c'est, par exemple, prenons les expressions faciales. Prenons aussi le son de la voix, la tonalité. Prenons les expressions aussi, verbales. Si vous avez vécu avec, par exemple, un père qui fronçait les sourcils à chaque fois que vous rameniez, je sais pas moi, des mauvaises notes ou que vous ne faisiez pas les choses correctement, eh bien, automatiquement, comme vous avez grandi avec ce programme-là, vous avez associé ce froncement de sourcils avec une certaine pensée et donc vous avez développé un mécanisme. Alors, c'est hyper simpliste ce que je dis, hein, mais c'est juste pour imaginer. Et donc, à chaque fois que vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va peut-être juste réfléchir, mais qui va avoir cette expression-là de froncer les sourcils, eh bien, vous allez considérer que vous avez mal fait les choses. Et donc, votre estime de vous-même va baisser et ça va aussi influencer votre manière de réagir à la situation pour éviter cette situation-là, pour éviter de décevoir l'autre, pour éviter ce froncement de sourcils, pour éviter de revivre la même chose que vous avez vécu auparavant. C'était hyper simpliste, hein, ok? C'est vraiment pour donner une image un peu grossière de comment ça peut se confondre. Comment on peut confondre l'intuition et l'instinct de par un manque d'écoute, on va dire, un manque d'observation, un manque de discernement de nos propres signaux. Donc ceux qu'on va confondre avec notre guidance intérieure. Quand le corps réagit fort, on va croire que c'est de l'intuition.
On peut, par exemple, se dire, je le sens dans mon ventre. On a une tension dans le ventre, on a le ventre qui se serre, etc. On se dit, je me sens pas bien, je sens qu'il va se passer quelque chose de mal. Ça, je l'entends beaucoup autour de moi. Je sens qu'il va se passer quelque chose de mal, qu'il va se passer un malheur, ou que ça va pas bien se passer, etc. Mais en réalité, c'est juste la mémoire d'un danger. Et la mémoire d'un danger, eh bien, après, on peut aller l'explorer. C'est pas juste, il va y avoir un danger. Non, c'est dans cette situation-là, dans laquelle je me sens en insécurité, pour moi, ça signifie qu'il y a un danger. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé auparavant qui a pu induire cette réaction physiologique-là? Par exemple, une personne proche est malade. Une personne proche ne va pas bien. Elle vit, par exemple, de la détresse, une grande tristesse. Vous êtes au courant, c'est dans votre champ vibratoire, vous savez que cette personne-là va pas bien. Et puis, peut-être un jour, 2 jours passent, vous ne pensez pas à cette personne-là, et là, vous ressentez quelque chose. Mais ça vous met mal, ça vous, ça vous indispose. Votre ventre se serre de plus en plus, et vous vous dites, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, comme vous ne savez pas quoi, parce que l'information n'est pas claire, c'est juste un ressenti, eh bien, automatiquement, on va essayer de retrouver ce qui peut être en lien avec cette sensation de danger, par exemple. Et donc, automatiquement, il y a un lien qui va se faire avec la personne qui est en grande détresse. Alors, je ne nie pas qu'il y a un lien qui nous unit et qui nous avertit d'un futur danger. Mais justement, ça, c'est l'instinct de survie. C'est pas l'intuition. L'intuition, elle est toujours silencieuse, presque imperceptible. Elle est douce. C'est une évidence. C'est pour ça que quand on est assailli de pensées, qu'on est tout le temps dans notre tête, que c'est un peu le bazar émotionnel à l'intérieur de soi, eh bien c'est très difficile d'entendre son intuition. D'où la confusion entre l'instinct et l'intuition, parce que comme on n'a pas pris le temps de ramener de la clarté, d'apaiser un peu ses eaux intérieures, d'apaiser vraiment tous ces gros nuages dans sa tête, eh bien, on ne pourra pas être à l'écoute de cette intuition. Et surtout, si nos programmes de survie sont encore trop présents dans notre corps, s'ils prennent encore trop les commandes. Et là, quand je dis nos programmes de survie, c'est par rapport à des situations que l'on a vécues par le passé, donc qui ont amené des programmes de protection. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire un travail d'exploration de nos programmations inconscientes au niveau de nos réactions, au niveau des situations que l'on rencontre et qui nous posent problème, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent d'être en paix, qui nous empêchent d'accéder à plus de joie, plus d'amour, par exemple, à plus de richesse aussi, à plus de sécurité, et donc le trio aussi, amour de soi, estime de soi, confiance en soi, eh bien, c'est dans nos programmes inconscients, nos mécanismes de survie, que l'on va pouvoir trouver les réponses. Un autre point de vigilance aussi, c'est quand l'instinct est trop fort, donc de par son intensité, il peut nous apporter l'illusion que cette décision, cette réaction est juste. Donc c'est important de reconnaître que l'intensité du ressenti ne signifie pas vérité dans cette situation. Ce que j'aimerais vraiment mettre en évidence, c'est cette complémentarité entre l'instinct et l'intuition. L'instinct, il nous protège. Son but, c'est de nous garder en vie. Et l'intuition, elle nous guide. C'est un guide. Elle va donner du sens et une direction bien au-delà de notre survie. Par exemple, l'instinct, il va nous dire « ne traverse pas cette route, il y a une voiture ». Et l'intuition, elle va nous dire « prends ce chemin, tu vas rencontrer une personne importante ». Ensemble, ils créent un équilibre intérieur. La sécurité de base, donc l'instinct, permet d'accueillir la guidance subtile, donc l'intuition. Alors comment on fait pour discerner l'instinct de l'intuition dans notre quotidien? Eh bien, dès que vous avez une sensation qui arrive, vous faites une pause, vous respirez et puis vous observez. Vous vous posez ces 2 questions-là. La première, suis-je en tension
ou en ouverture? La question numéro 2, est-ce que c'est la peur qui parle ou bien est-ce que c'est une évidence paisible? Et dans la subtilité, les deux peuvent coexister. Donc, au plus vous allez être à l'écoute de ces signaux, parce qu'on n'évitera jamais la peur et l'appréhension dans une situation où notre intuition s'est manifestée avec évidence, peut se juxtaposer. Et donc c'est difficile quand on n'a pas cette habitude d'aller sentir, ressentir de façon extrêmement précise dans les sensations de son corps, c'est difficile de faire la part des choses et de déceler si, oui, c'est une intuition, mais j'ai peur quand même et j'ai toutes sortes d'émotions qui m'arrivent suite à cette évidence et décision-là. C'est pas, il se passe ça, ensuite je ressens ça après un certain laps de temps, et puis ça, et puis ça. Non, c'est parfois, vous avez le package en même temps. Et donc, c'est tout un travail d'exploration que d'ouvrir cet éventail-là pour regarder chaque élément et sonder. Voilà. Au plus vous allez faire, au plus c'est instantané. Hein. Okay, au plus vous allez vous connaître, au plus ça va être instantané. Vous n'avez pas besoin de prendre 2 heures pour réfléchir à ça. C'est juste que au plus on observe, au plus on ressent. C'est pour ça que j'ai fait toutes sortes de vidéos sur les ressentis, la sécurité intérieure, et j'ai pas fini avec ça. Parce que c'est extrêmement important de se guider soi-même dans toutes les situations de notre vie. Si vous voulez, vous pouvez aussi traquer votre instinct et votre intuition afin de consigner vos observations. Ça vous permettra de revenir dessus et puis de voir un petit peu les signes de façon plus claire. Plutôt que de rester dans la tête à observer, vous allez consigner ça comme ça. Au moins, ça rendra les choses, la démarche beaucoup plus concrète et vous pourrez constater aussi votre progression. Donc, vous allez noter chaque fois qu'une décision a été prise. Était-ce mon instinct ou mon intuition? Et ensuite, vous allez noter quels ont été les résultats. Vous allez affiner votre discernement dans l'expérience. Et on ne cherche pas, absolument pas à être parfait. Parce que c'est dans ces essais-erreurs que l'on apprendra à mieux discerner, justement, quand c'était un instinct et quand c'était de l'intuition. Ne rejetez pas l'un ou l'autre. N'idéalisez pas non plus l'intuition. Aujourd'hui, on idéalise énormément l'intuition. Mais derrière ça, il y a un grand manque de connaissances personnelles, un grand manque de connaissances de soi. Et c'est important de développer son intuition sur un terrain sécure. Donc, quand on a quand même déblayé le gros du chantier intérieur afin de revenir sur un terrain plus sain, plus sécure, plus paisible, plus serein. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment à l'écoute des signaux subtils, des murmures de l'âme. Et c'est dans cette subtilité-là que se trouve la justesse. Et oui, parfois, ça peut se manifester comme une évidence, ça peut être très clair, très évident, très lucide, sans faire ce travail d'exploration, mais ce ne sont que des moments spontanés. Ce n'est pas une expérience que l'on peut répliquer pour rester dans la justesse de notre vie, ou bien si vous guidez les autres à travers un outil, vous ne pouvez pas compter que sur votre intuition parce que vous devez permettre à l'autre de connaître son fonctionnement, pourquoi il réagit de telle manière dans une situation donnée, pourquoi elle se représente et pourquoi parfois ça fail quand on suit notre intuition. Parce que ce n'était pas l'intuition. Ton corps, c'est un messager. Il te parle à travers ton instinct et ton intuition. Et quand tu apprends à reconnaître la voix de l'un et la voix de l'autre, eh bien, tu marches vers une vie plus alignée à toi. Je vous invite à vous replonger dans une situation, dans un souvenir où vous avez confondu l'instinct et l'intuition. Ce sera votre première porte vers cette exploration. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.